renforcer la détermination des Rothschild. Malgré leur puissance croissante, ils doivent sans cesse faire face à l'antisémitisme. Depuis la fin des guerres napoléoniennes, la famille est bien implantée sur le continent. Nathan et James dirigent les branches de Londres et Paris et sont devenus deux des hommes les plus riches d'Europe. Malheureusement, le patriarche Mayer Amschel n'a pas vécu assez longtemps pour assister à leur réussite. Il est mort en 1812 à 69 ans. Pourtant, son héritage perdure. Un accord de partenariat conclu avec ses 5 fils 2 ans plus tôt préserve son entreprise, mais leur impose certaines conditions. La maison Rothschild ne devait pas être divisée entre les garçons. Elle devait rester une entité et chaque fils en avait une partie. Aucune place pour les femmes. La succession passait par les fils. Aucune place non plus pour les étrangers à la famille, pour les gendres ou pour les non-juifs. Pour tout dire, les Rothschild sont tellement résolus à garder l'entreprise dans la famille qu'ils se marient même entre eux. C'était douloureux de donner une dot pour marier une fille. Alors c'était une bonne solution de la verser à un frère ou un cousin qui était aussi un partenaire en affaires. C'est ainsi que James, en France, épouse sa nièce Betty et que le fils de Salomon, Anselme Salomon, se marie avec sa cousine Charlotte. Sur 18 mariages, il y a eu 16 unions endogames. Pour un Rothschild, l'épouse parfaite était une Rothschild. Maintenant que leur partenariat est scellé, les 5 fils se déploient en Europe pour créer le premier réseau bancaire multinational. Dans les années 1820, Amschel reste à Francfort, tandis que Salomon s'installe à Vienne. Karl à Naples, avec Nathan et James toujours à Londres et Paris. Pour la famille, c'est un choix ambitieux et payant. Ainsi, ils ont pu mettre sur pied les fondations de leur dynastie dans plusieurs centres financiers européens. On voit que les 5 frères sont la base de la dynastie Rothschild. Mais leur ascension rapide et la nature transnationale de leurs affaires alimentent également les rumeurs antisémites, accusant la famille de sinistres complots, d'arrière-pensées et de manipulation. Le mythe qui s'est construit autour de la famille était celui de l'influence négative de la puissante famille juive. C'était sans fin et très pernicieux. Pour beaucoup de gens, on ne pouvait pas leur faire confiance. Quelles étaient leurs véritables motivations? Voulaient-ils vraiment être des citoyens français, par exemple? Ou bien avaient-ils une plus grande allégeance envers l'Empire austro-hongrois parce que le reste de leur famille vivait là-bas? De tous les pays d'Europe, c'est la France qui offre aux Juifs les meilleures conditions de vie, car depuis la Révolution de 1789, ils ont les mêmes droits que les autres citoyens. James et son épouse Betty profitent d'ailleurs pleinement de cette ouverture de la société française. Le salon de Betty Rothschild était très réputé. Son français était impeccable et ses manières très sophistiquées. Les Français l'adoraient. C'est elle, par exemple, qui a lancé la carrière de Chopin à Paris. Après avoir obtenu le titre de baron en 1822, les 5 frères deviennent officiellement barons de Rothschild. James est aidé par son amitié avec un jeune noble français, Louis-Philippe. Après la Révolution de 1830, la monarchie de Juillet porte Louis-Philippe sur le trône. Comme les finances du jeune gouvernement sont précaires, le gouvernement demande à James de prêter des fonds pour ramener une certaine stabilité. Une fois encore, les Rothschild bénéficient de leurs relations en haut lieu. Louis-Philippe avait confié tous ses capitaux personnels à James Rothschild. Il avait en partie grandi en Angleterre et il était très ouvert aux idées modernes sur le secteur bancaire. Pour lui, Rothschild était quelqu'un de très compétent. Mais s'il est bien considéré par les autorités, James joue aussi un rôle influent dans la communauté juive en donnant anonymement de grosses sommes pour soutenir des écoles, des hôpitaux et des synagogues.
Les Rothschild aidaient la communauté juive, mais dans leur vie quotidienne, ils ne fréquentaient pas beaucoup d'autres juifs, même ceux des grandes familles bourgeoises. Ils étaient plutôt tournés vers l'aristocratie. James était en quelque sorte le roi des Juifs de France, mais c'était un souverain très distant. Dans les années 1840, James fait entrer sa famille dans l'industrie lourde car il devine le potentiel financier des nouvelles machines à vapeur. Ils se sont lancés dans la sidérurgie et l'exploitation minière. Ils travaillaient ensemble dans des mines d'étain, de mercure ou de diamants. James a construit les premiers chemins de fer de France. Son frère en a bâti en Autriche-Hongrie et plus tard, ce fut au tour de l'Amérique du Sud. Il y avait peu de secteurs où il n'intervenait pas. Mais en 1848, des barricades s'élèvent encore une fois dans les rues de la France, secouées par une nouvelle révolution. Louis-Philippe dépose les armes et James risque de perdre la protection des plus hautes instances. Mais quand le neveu de Napoléon, Louis-Napoléon Bonaparte, devient l'empereur Napoléon III en 1852, James l'assure de sa loyauté. À chaque fois qu'il y avait un revirement politique à la tête de l'État français, la seule chose qui ne bougeait pas, c'était la position prédominante du baron James. Peu importe qui était au pouvoir, Rothschild était là. En 1855, James fait construire le somptueux château de Ferrières, près de Paris. Quand il a appris que l'un de ses cousins anglais avait engagé le grand architecte Paxton pour se faire construire un manoir, il a appelé Paxton et il lui a dit « Construisez-moi une maison comme Mount Moor », qui est le manoir de son cousin, mais en plus grand. Considéré comme le plus beau château de son époque, Ferrières a de quoi loger 100 domestiques et 80 chevaux et possède un petit chemin de fer souterrain pour apporter les plats chauds jusqu'à la salle à manger. Le château impose James comme un membre éminent de l'aristocratie. Même l'empereur Napoléon III demande à y être reçu. Il a donné une immense réception en son honneur. Bien sûr, quand Napoléon est arrivé, il a planté un arbre, comme le voulait la coutume. Il y a eu un immense banquet et une grande partie de chasse à courre pendant laquelle 900 faisans ont été abattus. Ce fut l'apothéose de la vie mondaine de James. Il faut se rappeler que le baron James avait grandi dans le ghetto de Francfort et qu'un petit garçon juif devait descendre du trottoir quand il croisait un chrétien. C'est incroyable de se dire que le même homme, une fois adulte, a chassé avec un empereur. Mais la santé de James pâtit de cette vie fastueuse. Accablé par la goutte et les calculs biliaires, il meurt de la jaunisse en 1868. Il est le dernier des frères à s'éteindre, le dernier des 5 de Francfort qui se sont affranchis du ghetto pour conquérir l'Europe. La famille a fait beaucoup de chemin, mais la génération suivante des Rothschild s'attaquera au dernier bastion de pouvoir qui lui échappe encore, la politique. Au XIXe siècle, les frères Rothschild ont été les géants incontestés de la finance et des affaires. Pourtant, malgré leur fortune, ils sont toujours victimes d'injustices comme tous les juifs d'Europe. Même si la France leur a accordé la citoyenneté, d'autres pays restreignent toujours leurs droits. Même en Angleterre, il faut savoir que les Juifs avaient le droit de vote, mais pas celui de siéger au Parlement. Et leurs enfants n'avaient pas accès aux grandes écoles comme Eton, Rugby, Cambridge ou Oxford. Ainsi, en 1836, quand le fils de Nathan, Lionel, prend les rênes de la société à Londres, il y voit l'occasion de faire tomber des barrières. Les réformes sociales balayent la Grande-Bretagne, où le droit de vote est par exemple étendu à la classe ouvrière. Et un nombre croissant de gens pensent que les minorités britanniques, comme les catholiques ou les juifs, doivent obtenir l'égalité. Lionel s'intéressait au secteur bancaire, mais avait également des aspirations politiques. À ses yeux, son père avait posé les fondations nécessaires pour que la famille Rothschild fasse plus que des opérations bancaires. Et il s'est présenté au Parlement. En 1847, Lionel de Rothschild est candidat dans le district de la City, le quartier des affaires, où il est connu et populaire.
Il est largement élu, mais pour entrer en fonction, il y a une condition qu'il n'est pas en mesure de respecter. Lionel devait prêter le serment traditionnel de tous les députés en jurant sur sa foi chrétienne. Logiquement, il a dit « Je ne peux dire cela en toute bonne foi ». Du coup, il n'a pas pu entrer en fonction. Il se représente, est réélu et une nouvelle fois ne peut pas entrer au Parlement. À chaque fois, il a remporté le scrutin et le fonctionnaire présent n'a pas voulu reconnaître son élection. Donc bien que très privilégiés, les Rothschild étaient quand même en butte à de l'antisémitisme. Au bout de 10 ans, un arrangement a été trouvé et Lionel a pu siéger après une prestation de serment modifiée pour l'occasion. Dans son rôle de député, Lionel se comporte comme un véritable gentleman anglais. Il reçoit l'élite de la bonne société dans son château de Piccadilly et ses 3 fils, Natty, Alfred et Léopold, se font construire de magnifiques demeures à la campagne. Ils étaient si éminents dans la région qu'on la surnommait le Rothschildshire. Ils avaient fait construire des demeures fabuleuses comme Mentmore, Tring et Ascot. C'est le château d'un cousin, Ferdinand, qui a la plus belle de toutes les propriétés des Rothschild. Selon moi, le plus magnifique est le manoir de Wheatstone. Le baron Ferdinand a réuni de splendides collections de toutes sortes de choses, des tapisseries, du mobilier français du XVIIIe siècle, des toiles de maître, etc. À Wheatstone, il voulait tout ce qui se faisait de mieux. Ferdinand est le château le plus impressionnant. Mais c'est Lionel, grâce à ses contacts dans les milieux politiques, qui peut s'impliquer dans la marche du monde. En 1874, le gouvernement britannique commence à s'inquiéter pour son accès au canal de Suez, une route maritime essentielle vers les colonies de l'Empire. À l'époque, les propriétaires égyptiens du canal ont des difficultés financières. Quelqu'un allait devoir renflouer les Égyptiens pour éviter que le canal de Suez ne fasse faillite. Inquiet du risque d'une prise de contrôle par les Français, le Premier ministre britannique Benjamin Disraeli décide d'acheter une part importante du capital du canal. Mais cela coûtera 4 millions de livres. Disraeli est allé voir la reine pour lui dire que c'était la meilleure solution pour l'Angleterre, mais qu'il ne pouvait pas garantir qu'il aurait les 4 millions, parce que le Parlement n'était pas en session. Le Premier ministre se tourne alors vers son ami Lionel de Rothschild. Lionel a dit « Laissez-moi y réfléchir ». Et le lendemain matin, il va renvoyer un message disant « Vous avez les 4 millions ». Ainsi, la Grande-Bretagne a pu prendre une participation majoritaire dans le canal. Et Disraeli a envoyé un célèbre télégramme à la reine avec ces mots « Vous l'avez, madame ». C'est un véritable tour de force. Maintenant, le passage par le canal de Suez est garanti pour les navires britanniques. Et l'Empire continue à prospérer en Inde et en Afrique. La population se réjouit et Disraeli et Lionel sont les héros de la nation. Quand Lionel succombe à une crise cardiaque en 1879, la famille décide de recentrer ses activités sur les prêts commerciaux. La maison Rothschild a atteint l'apogée de sa réussite et de sa puissance sans doute vers 1880. Ensuite, les gouvernements se sont montrés plus rationnels dans leur politique fiscale, leur code des impôts, etc. Si bien que le besoin de financement privé a non pas disparu totalement, mais considérablement diminué. Au début du XXe siècle, le monde doit faire face à de nouveaux défis sociaux et politiques. Les Rothschild, toujours impliqués dans le secteur bancaire, n'ont aucune stratégie pour gérer les turbulences économiques des années 1920 et 1930. Et leur appartenance religieuse les met en danger face à la montée en puissance d'Hitler. Les nazis n'ont pas fait beaucoup de victimes parmi les Rothschild, parce qu'ils avaient les moyens de quitter les pays qui allaient être occupés juste avant l'invasion. Mais l'un des frères vivant en Autriche a été emprisonné par les Allemands. D'ailleurs, le flegme avec lequel le baron Louis von Rothschild a accueilli son arrestation à Vienne est devenu légendaire. Quand les SS sont arrivés, il prenait son dîner. Il n'avait pas tenté de quitter le pays alors qu'il l'aurait pu. Il leur a dit « Mon chef cuisinier n'a pas encore terminé mon dessert. J'aimerais rester. » Visiblement, les SS ont été tellement impressionnés par son attitude qu'ils l'ont laissé faire.
Mais ensuite, ils l'ont conduit au QG de la Gestapo, puis transféré dans un hôtel qui servait de prison aux détenus VIP. D'autres membres de la famille n'ont pas eu autant de chance. Bien qu'elle ne soit pas juive, Elisabeth, la femme de Philippe de Rothschild, est déportée dans un camp de concentration dont elle ne reviendra pas. Tandis que les Rothschild fuient les nazis, bon nombre de leurs biens abandonnés sur place sont tout simplement pillés. La Seconde Guerre mondiale a été un désastre. Bien sûr, tous leurs biens ont été confisqués par les Allemands, en France, en Autriche, en Hollande, en Belgique, sur tout le continent. Leurs magnifiques demeures et leurs collections d'œuvres d'art ont été